Présente, moi c'est Alexandre, je suis développeur .NET, je travaille sur Bordeaux dans une société qui s'appelle Avanade. Je travaille principalement sur des projets Azure et puis je m'intéresse aussi à tous les sujets un peu DevOps, toutes les pratiques DevOps, dont notamment l'infrastructure as code. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu des nouveautés en .NET 8. Je ne vais pas vous parler de toutes les nouveautés parce qu'il y en a un paquet, mais je vais vous donner un peu quelques-unes qui ont attiré mon attention. Et pour ce faire, on va le faire à travers une petite démo. Pour ça, j'ai installé .NET 8. Je suis parti d'un des templates de base, la Web API, qui expose un contrôleur avec des données, des prévisions météo. Et j'ai un peu changé le template, j'ai modifié quelque chose, j'ai créé deux services. Un service qui va exposer des données un peu random, aléatoirement de, de météo, et puis un service qui va vraiment attaquer une vraie API, Open Weather Map API. Et voilà, on va voir un petit peu les nouveautés C Sharp 12 et .NET 8 à travers ça. Je vais basculer tout de suite sur mon IDE. Donc, ce que je vous disais, c'est que je suis parti du template de base. Je suis pas parti en minimal API, je suis parti avec les contrôleurs. Et donc, j'ai un contrôleur, Weather Forecast Controller, avec une seule route et qui va appeler un service qui va me renvoyer des Weather Forecasts. Donc, rien de bien compliqué, je peux lancer mon service. Le programme, mis à part les quelques services que j'ai ajoutés, c'est juste le programme de base. Donc rien de particulier. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est vérifier que tout fonctionne bien. Il ne s'est pas encore lancé. Je vais attendre. Donc là, pour requêter mon service, j'utilise un fichier HTTP. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser. Plutôt que de passer par du Postman ou par un autre outil, moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser des petits fichiers HTTP comme ça. L'avantage, c'est qu'on le versionne au niveau du repository. Et puis, ça permet de le partager entre collègues. Et puis, c'est une syntaxe assez standard. À noter que ça, je ne l'ai pas généré. Ça vient de base avec le template maintenant en .NET 8 directement. Et c'est pas, là, je suis sur Rider, mais ça fonctionne aussi dans Visual Studio ou Visual Studio Code avec une extension. Donc là, c'est ce que me renvoie mon API avec une date, une température en degrés et une température en Fahrenheit. J'ai aussi un petit summary qui me dit est-ce que c'est frais, voilà, c'est que du cool. Est-ce que c'est des températures un peu chaudes et tout ça. Donc voilà. Ce Weather Forecast, il est là. C'est ma classe que je renvoie avec justement cette date, cette température, etc. Donc là, c'est une classe, c'est la classe de base qui est dans le template. J'aurais pu créer un record depuis certaines versions de... Hop, je vais peut-être couper mon debug. Puis certaines versions de C Sharp, on a des records maintenant. Et en fait, quand j'ai des records, je n'ai pas forcément besoin de euh, toutes ces propriétés parce que je peux directement aller utiliser ce qu'on appelle les primary constructeurs. Et donc ça, en fait, quand on utilise ça, je peux enlever toutes mes propriétés et les paramètres, là derrière, ça va générer une propriété et j'ai mon constructeur de générer. Donc ça permet d'avoir une syntaxe un peu plus concise et puis il y a tout un tas de propriétés qui viennent avec les records, mais ce n'est pas tellement l'objet. Par contre, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avec les classes. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le faire avec les classes. Et ça, c'est une nouveauté qu'apporte .NET 8, enfin C Sharp 12 en l'occurrence, c'est de pouvoir faire des primary constructors, donc les définir comme je les ai définis là, directement avec une classe. Ça marche aussi avec un construct. C'est pas exactement le même comportement que sur un record, puisqu'on va pas avoir les propriétés derrière qui seront générées. On ne veut pas forcément avoir la même chose que les records, mais on va pouvoir avoir la même syntaxe positionnelle. Là, ce que j'ai fait ne sert pas forcément à grand-chose puisque je vais derrière réexposer les mêmes propriétés.
ça aurait eu plus de sens d'avoir un record, mais vous comprenez un peu l'intérêt de faire ça. Si je veux voir des choses que je peux modifier, en fait, tous mes paramètres là sont accessibles un peu partout. Là, c'est-à-dire que je peux avoir mon température là qui est accessible. C'est plutôt sympa, ça marche dans plein d'endroits. Ça marche par exemple, aussi, dans un constructeur, enfin ça marche un peu partout, je peux, transformer ça pour avoir mon primary constructeur là pour mon contrôleur. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire ou pas? Ça reste à voir. C'est quand même assez, nouveau, assez récent. Une des différences par rapport avec le code que j'avais avant, c'est que mon, weather service là, il est pas read-only. C'est-à-dire il est accessible un peu partout. En fait, il est disponible un peu sous la forme d'un champ, heu, ce paramètre-là, dans ma classe. Mais, moi ce que j'avais avant quand j'avais le constructeur, je l'avais mis en read-only parce que c'est ce qu'on a l'habitude un peu de faire, on passe, le paramètre. Donc si vous l'utilisez sur une classe, un service pour injecter d'autres services, il faut savoir que, il sera pas read-only et potentiellement vous pourrez le resetter, derrière. Donc à voir si vous voulez l'utiliser ou pas, mais en tout cas ça existe, c'est présent et c'est un truc plutôt, intéressant. Ensuite, on va aller peut-être voir un peu ce qu'on a justement sur ce contrôleur. Donc j'ai un attribut là, produces response type, et j'ai ces type of, qui sont présents. Il faut savoir que, dans la précédente version de C#, il y a eu l'introduction des attributs, paramétrés. Donc maintenant, plutôt que d'avoir un type of comme j'avais là, je peux avoir directement, en paramétré comme ça. Donc c'est disponible pour cet attribut-là et puis c'est disponible pour différents attributs dans SP.NET. Donc c'est plutôt sympa de ne pas avoir ce type-off à faire et d'avoir une syntaxe un peu mieux. Si maintenant on regarde mon service, donc je vous ai dit, j'ai deux implémentations de mon Weather Service. J'ai le Open Weather Service qui va derrière requêter l'API Open Weather Map et j'ai mon service random. Donc ça, c'est vraiment le code qui est généré quand vous créez euh, le, le projet avec le template. J'ai rien touché, honnêtement. Je l'ai juste mis dans un service là où il est par défaut dans le contrôleur. Ce que vous pouvez voir, hop, si je ferme ça, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a un petit arrêt de string avec mes différents summaries. Là, est-ce que c'est chaud, très froid, qui est écrit ici. Ce qu'on peut faire en C# 12, c'est que on peut directement définir mon arrêt de cette manière-là. Donc ça, c'est les collection expression. Et ça marche pas que pour 2 arrêts, ça marche pour tout un tas de collections. Donc si par exemple je prends une liste de string, et je vais appeler, moi je veux les calls de summaries. Dans cela, je vais peut-être pouvoir initialiser un nouveau. Et en fait, c'est le framework tout seul qui va se charger de trouver le bon constructeur à appliquer. Alors pourquoi il m'a fait ça? J'ai mis trop de trucs. Voilà, hop. Et donc ça fonctionne. Ça fonctionne pas que sur une liste. En fait, on peut aussi avoir une liste. Donc après, il y a tout un tas de trucs qui sont faits dans le framework pour trouver la bonne méthode, la bonne chose à initialiser. Mais c'est plutôt intéressant. Bon, sauf que là, peut-être que je veux utiliser les calls summary quelque part, mais je veux quand même qu'ils apparaissent dans mes summaries. Ce que je peux faire, c'est les récupérer. Et en fait, je vais vouloir concaténer celui que j'ai défini juste au-dessus avec celui-là. En fait, maintenant, on a un spread opérateur et on va pouvoir l'utiliser ici directement dans le summaries. C'est-à-dire que mon summaries, il va contenir exactement la même chose qu'avant. La différence, c'est que j'ai défini une liste juste au-dessus, call de summaries, et que là, j'utilise le spread operators comme en JS, TS, pour concaténer un peu ces deux listes. C'est plutôt sympa, ça fait le parallèle un peu avec ce qui existe en pattern matching, cette syntaxe-là en C#. Donc c'est plutôt pratique. Donc là, on a vu ce qu'on pouvait faire un peu sur le Random Weather Service. Je vais passer sur le Open Weather Map Service. Alors juste pour expliquer concrètement, ça c'est l'API que je requête, l'API Open Weather Map. Et ce que ça me renvoie, c'est tout un tas
de température, de conditions météo sur les prochains jours. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les températures. Donc, je vais faire l'appel à mon API. Alors pour ça, je ne me suis pas trop embêté. En fait, j'utilise Refit. Donc Refit, ça me permet d'avoir je définis juste mon interface et lui, il va générer le client HTTP qui fait la requête derrière sur cette route-là. Donc sur la route GET, qui est exactement la même chose que la requête que je vous ai montrée avant. Voilà, et puis j'ai utilisé des records pour faire un peu les réponses. Donc une fois que j'ai fait cette requête-là, je vais vouloir convertir en fait ma réponse dans... hop, on va mettre ça à plat pour qu'on voit mieux. Je vais vouloir convertir ma réponse dans le format que je veux exposer dans mon API, à savoir le weather forecast. Pour convertir ma réponse, je récupère la date de ma réponse, je récupère quelque part, il y a une température, donc je récupère cette température. Et puis pour avoir le summary, la liste un peu qu'on avait tout à l'heure, j'ai une lambda. Ça aurait pu être une local function, ça aurait pu être une fonction ailleurs, mais j'ai une lambda là que j'ai déclarée dans ma méthode qui prend une température en entrée, qui en fonction de la température détermine quel est l'adjectif correspondant. Est-ce que c'est brûlant, est-ce que c'est glacé, etc. en fonction de cette température. Donc ça, il n'y a rien de nouveau par rapport à ça. Ça existait sur les versions précédentes de C Sharp, mais c'est plutôt sympa le pattern matching, ce qu'on peut faire maintenant en C Sharp. Par contre, moi, ce que j'aurais peut-être voulu, c'est que cette lambda, au lieu de mettre warm en dur là comme ça, j'ai un peu un default summary. Si on ne trouve pas, en fait, c'est ce default que je vais utiliser. Hop, donc c'est ça. Par contre, là, ça m'oblige à le préciser là, alors que peut-être que dans certains cas, je veux le donner, dans d'autres, je ne veux pas. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire et qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est donner directement, en fait, faire que le paramètre soit optionnel avec une valeur par défaut. Et là, ça marche, ça complique, il n'y a pas de souci. Donc c'est une toute petite addition au langage, mais c'est des petits trucs comme ça qui nous simplifient la vie après. Je n'ai pas montré tout à l'heure, mais le Get Weather Forecast, je lui passe la latitude et la longitude en paramètres. J'ai pris, en fait, j'ai mis des coordonnées en dur qui correspondent aux coordonnées de Bordeaux. Et puis, je les définis en tant que tuple avec un double latitude et un double longitude. Donc ça, au final, ce sont des coordonnées. Moi, je passe par un tuple. Bon, là, ça va, je l'utilise qu'une fois au sein de mon fichier, mais peut-être que j'aurais voulu utiliser plusieurs fois ce tuple comme ça. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut utiliser ce qu'on appelle les types alias. Et en fait, on peut les utiliser, enfin, c'est des choses, on a toujours pu utiliser des types alias, mais là, on peut l'utiliser directement sur quelque chose comme un tuple. Ce qui fait que maintenant, au lieu d'avoir double latitude, double longitude là, en fait, j'ai coordinate qui équivaut exactement à ce que j'avais avant. Voilà pour ça. Alors, maintenant, mon weather forecast, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais l'appel, il prend une API key. Et puis, j'ai besoin d'avoir cette URL-là. Alors, comment c'est fait tout ça? Pour l'API key, j'utilise un HTTP Message Handler. Donc, le HTTP Message Handler, c'est juste j'injecte en fait la clé d'API directement pour chaque requête qui est envoyée. J'injecte c'est un query param. Voilà. Et puis pour l'URL, c'est configuré quand je configure mon client Refit. C'est-à-dire que j'ai fait un objet en fait configuration qui correspond à la clé d'API. Je peux vous montrer. Voilà, qui correspond à cette section de la configuration. Donc, à savoir qui correspond à l'URL qui m'intéresse et la clé d'API. Donc là, elle n'est pas visible, en fait, elle est dans mes .NET User Secrets. Mais voilà, c'est mon objet de configuration et c'est celui-là que je vais utiliser après dans mon programme CS. Donc là, je le récupère et puis après, je fixe, quand je construis mon HTTP client, je fixe la base URL à partir de cette configuration. Donc ça marche bien, il n'y a rien de transcendant. Par contre, si jamais je ne rentre pas une URL ou je rentre une URL qui n'est pas bonne,
en fait, je vais pas avoir d'erreur avant que j'ai l'exception qui explose. Je vais pas avoir quelque chose qui va me dire: «Ah bah, attention, ton objet de configuration, il est pas bon». Moi, je voudrais en fait que, si j'ai pas mon API key, ça me le dise. Quand je fais la requête, ça me dise: «Ah bah, tu avais pas ton API key dans ton objet de configuration». Et ben ça, on peut le faire parce que maintenant on peut ajouter des data annotations sur des options comme ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, dire que c'est required et puis mon URL aussi, elle est required parce que j'ai besoin de savoir ce que je vais requêter. Puis je veux aussi que ce soit une URL. Donc je vais pouvoir ajouter ces data annotations, pour un peu, mettre certaines règles sur cet objet de configuration. Ça derrière, il faut que je le valide. Alors comment je le valide? Et ben, il y a un truc qui est assez sympa pour ça, c'est hop, là, je vais utiliser un petit snippet pour me créer une classe, configuration validator, donc qui implémente eValidate option de, weather map configuration. Donc c'est mon objet de configuration que j'ai au-dessus. Bon, en fait, je n'ai pas implémenté grand-chose à l'intérieur puisque j'ai un attribut ici. Derrière, il y a un source générateur, donc ça c'est direct, avec le framework, hein, j'ai rien créé. Il y a un source générateur qui va générer le code de validation pour ce validateur. Donc après, si je retourne sur mon programme.cs, j'ai plus qu'à l'injecter dans mon conteneur d'injection de dépendance. Je dois avoir, hop, donc je l'ajoute en tant que singleton. Donc c'est ce que j'ai défini juste avant, ma classe partielle, la weather map configuration validator. J'ai mon eValidate option qui est ici. Et puis ça doit fonctionner tout seul normalement. Ça doit valider, que mon objet de configuration respecte bien les annotations que je lui ai mis. Pour tester ça en direct, je vais peut-être enlever juste le HTTPS. Comme ça, j'ai pas une URL valide là. Et puis, je vais redémarrer mon application. J'attends juste qu'elle se redémarre. Hop, c'est bon. Et puis, je vais la requêter de nouveau. Hop, je fais ma requête. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une exception, c'est ce que je m'attendais. Il me dit que l'URL, en fait, le champ, c'est pas une vraie URL avec du HTTP, HTTPS ou FTP. Et donc, j'ai bien ma validation qui s'est passée. Donc, ces petites choses-là, c'est bien pratique. Ça permet de savoir tout de suite ce qui ne va pas. Et bon, après, on peut aller personnaliser, faire tout un tas de choses par rapport à cette validation. Mais c'est pratique. Je vais remettre le HTTPS pour que ça fonctionne. On va vérifier que cette fois-ci, ça fonctionne bien. Je vais peut-être mettre un breakpoint dans mon contrôleur. Hop, et je vais redémarrer. Je vais redémarrer. Donc là, hop, je vais envoyer ma requête. J'arrive dans mon contrôleur. Alors pourquoi j'ai mis un breakpoint dans mon contrôleur? C'est que je voulais vous montrer un truc, une petite nouveauté. Là, quand je regarde, ce qu'il y a dans mon contrôleur, j'ai tout un tas de choses, notamment le HTTP context, enfin tout un tas de choses autour de la requête, et d'éléments HTTP. Avant ça, en fait, il fallait que j'aille vraiment, à l'intérieur du HTTP context, pour récupérer pile les informations qui m'intéressent, pour avoir, un truc de lisible. Maintenant, en fait, ils ont implémenté les debugging attributes pour avoir directement dans le framework sur tout un tas d'objets comme celui-là, pour avoir quelque chose de lisible directement en debug. Là, j'ai directement les informations qui m'intéressent sur ce genre d'objet. Et c'est plutôt pratique parce qu'avant, en fait, il fallait vraiment aller chercher exactement ce qui m'intéresse, c'est quoi la route, c'est quoi. Et là, je l'ai directement. Donc ce debugging attribute, c'est quelque chose qui existe déjà, hein, que vous pouvez implémenter sur vos propres classes, mais là, qu'il l'ait fait sur des classes du framework où il y avait besoin, c'est plutôt pas mal. Je vais continuer, je vais enlever mon breakpoint et je vais juste continuer pour que ça aille bien me chercher. Si je reviens dans Services, les résultats de ma requête, donc ça a bien été me chercher les résultats avec les différentes températures.
Alors là, en fait, ce qui est utilisé ici, c'est mon Weather Open API Weather Service, celui qui est ici. Comment je le sais? C'est parce qu'il y a plus de valeurs, alors que le random, je crois il n'y a que 5 valeurs qui sortent. Là, il y en a beaucoup plus. Pourquoi c'est lui qui est utilisé? En fait, c'est lui qui est utilisé parce que dans le programme.cs, quand on fait l'injection de dépendance, en fait, c'est le dernier qui est utilisé qui est pris. C'est-à-dire que quand le contrôleur, on demande d'injecter un e-weather service, il va prendre le dernier qui a été enregistré dans le conteneur d'injection de dépendance. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Le problème, c'est que des fois, on veut un spécifique. Peut-être que là, je veux spécifiquement le random plutôt que le Open Weather Service. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas trop de moyens de le faire nativement. C'est-à-dire, on peut toujours faire une factory, on peut toujours injecter un enumerable et récupérer celui qu'on veut. Il y a pas mal de choses pour faire ça, mais il n'y a pas de manière d'avoir une clé un peu dessus. Il n'y avait pas, parce que maintenant, alors je vais peut-être juste couper le debug. Hop, on peut faire du add key transient et fixer une clé. Donc là, moi, ça s'appelle random, donc je vais l'appeler random. C'est ma petite clé. Là, je mets une string, mais honnêtement, vous pouvez mettre, ça prend un objet, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et là, si je fais la même chose avec kid, lui, je peux l'appeler API. Maintenant, il faut que je dise dans mon contrôleur lequel je veux. Moi, je veux, on a dit celui actuel, c'est API, donc je vais lui demander random plutôt. Random, et donc là, il va utiliser random. Donc si je débug et si je relance, j'ai une erreur parce que je n'ai pas fermé. Hop. Et je vais pouvoir directement prendre celui qui m'intéresse. Et donc là, je sais que ça a bien appelé mon autre, puisque j'en ai que 5 qui remontent. Donc ça a bien appelé le Random Weather Service. Voilà un peu pour les nouveautés que je voulais vous montrer. Concrètement, qu'est-ce qu'on a vu comme fonctionnalité? Le support des attributs génériques, donc c'est quelque chose qui existait déjà avant, mais maintenant il y en a tout un tas qui sont disponibles directement dans le framework. Les primary constructeurs pour les classes et pour les structs, les collection expressions, les optional parameters dans les lambda, quand je vais avoir une valeur un peu par défaut, le fait de pouvoir mettre un alias sur n'importe quel type, y compris un tuple, les attributs là, le debugging attribute là où on peut customiser ce qui s'affiche, l'option validation et la partie injection de dépendance avec les clés. C'est qu'un petit aperçu des fonctionnalités qu'il y a en C# 12 et en .NET 8. Il y en a tout un tas d'autres. J'ai mis des liens, je partagerai les slides un peu plus tard, vers à chaque fois les nouveautés dans .NET et dans C# 12. C'est bien tout ça, mais une fois qu'on a fait notre API, il faut la déployer. Donc, on peut la déployer dans tout un tas de clouds. Moi, j'ai l'habitude de travailler un peu avec Azure. Et quand vous déployez une API dans Azure, on peut par exemple la mettre dans une web app, dans un application service. C'est contenu dans un resource group. Et puis, l'application service, elle est hostée par un serveur. Donc, c'est par un application service. Donc, pour faire tourner mon API dans le cloud Azure, j'ai besoin de ces 3 services. Et donc là, l'idée, ça va être de voir comment on peut faire ça, mais plutôt que de faire plein de clics dans le portail ou d'utiliser tout un tas d'outils, en fait, je suis développeur .NET, j'ai envie de rester avec des outils dont j'ai l'habitude et un langage dont j'ai l'habitude. Donc si je rebascule dans mon code, vous voyez que j'ai un autre projet dans ma solution avec juste un programme.cs, donc c'est juste une application console. Et c'est une application en console qui utilise des bibliothèques Azure, des SDK Azure de resource management. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer les ressources dont on a besoin juste avec en fait ces SDK. Si on regarde un peu ce qui est fait, ce qu'on peut voir, c'est que je peux aller requêter les API Azure pour créer mes ressources. Là, typiquement, je crée un ressource group, je lui donne un tag,
et j'ai mon ressource groupe qui est créé. Si je rajoute un tag, vu que c'est une méthode creator update, et ben, ça va directement aller modifier quand je vais exécuter le programme pour avoir ce tag-là. Je vais pouvoir de la même manière créer mon service plan et je vais pouvoir aussi créer bah, mon app service derrière. Donc les noms ne correspondent pas forcément à ce que je vous ai montré tout à l'heure, tout le temps, parce qu'en fait, c'est les noms vraiment qui sont portés par les API Azure, parce que derrière, ces SDK requêtent directement les API Azure. Ce qui est pas mal, c'est que là, en fait, j'ai tout l'outillage dans lequel j'ai l'habitude d'utiliser, parce que je suis en .NET, je suis dans une application console, j'ai mon IntelliSense, j'ai ma documentation sur vol, j'ai un peu tout ça. Et je peux même débugger, c'est-à-dire que là, si je lance mon code, je vais pouvoir débugger directement chacune des étapes. J'ai accès à tout un tas de choses, par exemple les localisations, les différentes localisations Azure qu'il faut préciser sur chaque ressource. J'ai certains objets qui les portent, donc là, c'est des structs qui portent ça. Donc c'est plutôt pas mal. L'important, c'est pas forcément de comprendre tout ce que ça fait, c'est juste de voir qu'avec un SDK.NET, je peux aussi en fait créer des ressources cloud. Donc là, c'est pour Azure, mais potentiellement, il y a des choses qui existent pareil dans d'autres clouds. Je vois quand même que ça s'apparente beaucoup à du script, c'est-à-dire que c'est assez similaire à ce qu'on ferait en Azure CLI, sauf que là, je suis en .NET, donc j'ai un peu plus d'autocomplétion de choses, je peux débugger, j'ai un peu plus de choses, d'outillage à disponibilité, et puis je peux le mettre dans ma solution qui est elle-même en .NET. Par contre, on décrit en fait le comment on fait les choses. Là, on va créer un ressource group, on va le mettre à jour, on va créer un app service, on décrit comment on crée nos ressources. Donc, c'est la même chose que si on faisait un peu un script impératif en Azure CLI, en PowerShell ou je ne sais quoi. Et donc, c'est intéressant, mais c'est pas non plus le mieux qu'on puisse faire, puisque si on fait les choses comme ça, on, on va devoir se débrouiller pour que le script soit idempotent. Si on veut supprimer, on est obligé de dire bah, je veux supprimer cette ressource. Or, souvent, en fait, ce qu'on veut faire quand on fait de l'infrastructure as code, c'est quelque chose de déclaratif. On ne dit pas le comment on fait les choses, on dit le quoi. Qu'est-ce que je veux? Et après, l'outillage se débrouille pour voir les opérations qu'il faut faire sur Azure ou sur un autre cloud. Moi, je veux un ressource group qui est ce tag-là. Débrouille-toi pour voir s'il faut le créer, il faut le mettre à jour, si il y a quelque chose d'autre à faire. Je veux plus ce ressource group, je supprime la ligne. Bah, en fait, débrouille-toi pour voir qu'il faut le supprimer. C'est comme ça que fonctionne la majorité des plateformes d'infrastructure as code des différents cloud providers. C'est avec des systèmes, les systèmes natifs, c'est souvent des systèmes déclaratifs. Et donc, pour faire ça, moi, j'ai plus envie d'utiliser un système comme ça. Donc, je vais pouvoir utiliser quelque chose qui s'appelle Pulumi. Pulumi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution d'infrastructure as code similaire à ce que vous avez avec, par exemple, Terraform ou à d'autres solutions, Bicep. Enfin, il y a tout un tas de solutions. Et donc, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est créer ma solution. Hop, alors, j'ai oublié de faire le ménage avant, donc il ne veut pas que je crée. Hop. Donc là, je pars d'un template Azure C# et je vais créer un projet. Je vais l'appeler weatherapi.infra. Il y a déjà quelque chose qui existe, pas de problème. Je vais créer une stack. Une stack, ça correspond à un environnement. Alors là, il me demande une localisation. La localisation, je vais pouvoir lui dire que je vais être en West Europe. Contrairement à quand j'utilisais les SDK Azure, où je suis obligé de préciser tout le temps la localisation pour chaque ressource, là, je peux donner une localisation par défaut et après, j'ai plus besoin de m'en préoccuper. C'est celle-là qui est appliquée par défaut. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un projet. Il a créé un CSproj, il a restauré les dépendances. Ce CSproj, je vais pouvoir l'ajouter à ma solution. Donc, moi, j'ai un petit dossier infra où j'avais mes Azure Management Library et là, c'est le projet qui a été créé.
Donc, il est en train de l'ajouter à ma solution. Voilà, j'ai mon projet qui est créé. Bah, c'est juste un programme .cs. Je vais peut-être baisser un petit peu ça. C'est un programme .cs. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 2 fichiers particuliers, un pulumi.yaml et un pulumi.dev.yaml. Donc les, .dev, .quelque chose, en fait, ça correspond à ce que je vous disais, un peu un environnement. J'ai le fait que j'ai choisi West Europe pour cet environnement. Si j'avais eu un autre environnement, j'aurais un pulumi.prod.yaml et ici, je peux mettre de la configuration. Je peux mettre de la configuration, je peux également en fait, encrypter, la configuration dessus, c'est-à-dire en utilisant la Pulumi CLI, je peux, dire que je veux, encrypter une valeur. Si j'ai une clé ou quelque chose à mettre dessus, en fait, il va utiliser un encryption provider et je vais pouvoir committer ce fichier sans problème en mettant des choses, encryptées directement. Quand je regarde, bah, là, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a plus trop de notion d'API, de CRED, c'est vraiment du déclaratif. Alors même si je suis en .NET, je suis avec, du C#, quelque chose un langage qui est impératif. En fait, bah, je déclare juste le fait que j'ai un resource group, un storage account, et cetera. Donc ça, c'est des ressources qui existent, qui ont été créées avec mon template. Moi, j'ai pas besoin de tout ça. Ce que je vais faire, je vais enlever ce qui me sert pas. Ce qu'on peut voir quand même, c'est que c'est capable de gérer les secrets, c'est-à-dire qu'il y a un état en Pulumi, c'est comme dans Terraform, on va pouvoir, créer tout un tas de ressources et stocker, bah, l'état dans lequel se trouve mon application, mon infrastructure. Et on peut aussi, gérer les secrets et on peut, exposer, des outputs, sans problème. Ils seront encryptés, à la volée aussi. Donc tout ça, je vais l'enlever, j'en ai pas besoin. Ça, je vais pouvoir l'enlever aussi. Et donc moi, j'ai dit que j'avais besoin d'un ressource group. Alors là, je vais un peu tricher. J'ai déjà, des snippets avec ce qui m'intéresse. Donc je crée un ressource group, je lui donne une petite convention de nommage. Moi, je veux qu'en fonction de l'environnement dans lequel on est, on ait la st la stack name, donc on est l'environnement. Donc je veux que ça s'appelle -dev si jamais, hop, je veux que ça s'appelle alors pourquoi il est pas content? Toc, toc, toc. Hop. Voilà, je s'appelle c'est -dev et si j'avais un autre environnement que ça s'appelle -prod. Là, j'ai mon tag comme tout à l'heure que j'ai marqué et moi après ce que je veux faire, c'est, créer, on a dit un app service plan et un app service. Alors comme je sais, pas exactement ce qu'il faut faire pour ça, en fait, ce que je peux faire, c'est utiliser, Pulumi AI en disant en langage naturel. Moi, je vais utiliser le provider Azure natif pour faire, une application, une infra Azure et je veux créer un app service qui soit gratuit. Je fais ça, ça va me lancer, du coup, Pulumi AI où vous avez une sorte de chat à la ChatGPT derrière, qui, en fait, va répondre à ça et va me dire, en fait, comment je peux créer mon programme. Donc il y a tout un tas d'informations. Je peux lui dire dans différents langages. Moi, c'est le C# qui m'intéresse, mais je pourrais lui dire dans un autre langage et je pourrais modifier le programme au fur et à mesure. C'est plutôt pratique, je sais ce qu'il faut que je fasse maintenant. Donc je vais créer d'abord mon app service plan. Hop, donc je crée mon app service plan. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est assez similaire. J'utilise encore un SDK comme tout à l'heure, j'utilisais le SDK Azure, sauf que là, je passe par Pulumi. Là, je suis, en déclaratif et puis en plus, j'ai accès à toutes les API, Azure, puisque je peux avoir les différentes versions dessus. C'est le provider Azure natif qui fait ça. Je pourrais aussi, d'ailleurs, mettre des ressources d'un autre cloud, AWS ou GCP aussi dedans. Là, j'ai choisi Azure, mais je peux mixer, les choses en utilisant le provider pour AWS ou pour GCP ou pour toute autre chose. Hem, voilà, là, c'est plutôt sympa. Donc maintenant, je vais pouvoir, créer mon app service. Hop. Donc là, j'ai créé mon app service, j'ai créé mon app service plan, donc je suis revenu à peu près à la même chose que ce que j'avais tout à l'heure. Ce qu'on peut voir, c'est que on utilise juste des variables pour avoir,
dire, bah, là, mon app service plan, il est dans quelle ressource groupe? J'utilise la variable ressource groupe que j'avais avant. Je peux faire un peu ce que je veux, dans quelque chose de connu, je suis en .NET, C#, je peux très bien utiliser n'importe quelle bibliothèque dont j'ai envie, dont j'ai l'habitude, je peux faire des tests unitaires. En fait, j'utilise les mêmes outils dont j'ai l'habitude et c'est plutôt sympa. Comme sortie, ce que je pourrais vouloir, c'est c'est avoir mon app service URL pour savoir bah, sur quelle web app, quelle est l'URL de la web app sur laquelle j'aurais déployé ma stack. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je peux faire pulumi up pour dire bah, va me provisionner toutes ces ressources que j'ai déclarées ici. Ça prend un peu de temps, ça fait d'abord une prévisualisation, c'est-à-dire ça regarde l'état existant et ça compare par rapport à mon code et ça voit les modifications qu'il faut faire. Là, j'ai pas d'état, j'avais rien créé avant, donc il voit qu'il faut tout créer. Si j'avais déjà eu des choses, bah, peut-être il aurait fait des modifications, peut-être des suppressions en fonction de l'état. Et puis là, je lui dis est-ce que j'applique vraiment? Donc oui, je l'applique vraiment. Et là, ça va aller provisionner l'infrastructure directement dans mon cloud. Là, je passe par la CLI comme ça, mais en fait, j'aurais pu aussi, pour faire les up, j'aurais pu aussi mettre une sorte de watcher avec Pulumi, comment il s'appelle Pulumi Watch, pour qu'au fur et à mesure que je tape et que je sauvegarde mon fichier, ça aille déployer au fur et à mesure. Forcément, c'est pas à faire pour de la production ou quelque chose comme ça. Par contre, si on est en train de tester des choses, on ne sait pas encore exactement tout ce qu'on veut faire et on veut vérifier que ça marche au fur et à mesure, bah, ça fait un peu comme de l'autre reload et on va pouvoir tester tout ça. Ça prend un peu de temps à déployer. Je vais peut-être pas attendre jusqu'à la fin. Je vais juste vous montrer. Tout à l'heure, je disais que j'avais créé avec mon Azure SDK. Bah, ça, c'est les ressources que j'avais créées avec mon Azure SDK, la première partie d'infrastructure. Et ça, c'est exactement la même stack que je suis en train de provisionner, mais sur un environnement qui était test. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un suffixe à la fin pour vraiment que le nom de la ressource soit unique, et ça c'est fait en automatique par Pulumi. Il a fini et il m'a même mis du coup en output ce qu'il avait provisionné. Donc ça veut dire que si je reviens sur mes ressources groupes, il y a le dev qui a été créé avec mes ressources. Et donc, ce que je peux faire, c'est après aller déployer directement dans Azure. Il faut juste que je retrouve le bon. Hop, donc je peux aller déployer sur celui-là. Et donc là, on a défini, ben, on a notre code applicatif en .NET, on a notre code d'infra en .NET aussi. Je vais rebasculer sur les slides. Si je résume un peu, coder son infrastructure. Ça peut être fait avec des clouds SDK comme Azure Resource Manager là qu'on a vu au départ. Ça peut être fait avec Pulumi. Donc je parle de coder son infrastructure en .NET hein, évidemment. Et puis il y a d'autres alternatives. Il y a AWS CDK qui supporte aussi le .NET. Il y a Terraform CDK qui supporte aussi le .NET. Et il y a Farmer qui permet de faire du F#. Alors pour ces autres alternatives, on est plus sur des choses qui vont générer un format qui ensuite va être compris. Donc, on ne peut pas tout faire non plus. Mais il y a plusieurs alternatives, il y a plusieurs possibilités qui existent pour faire de l'infrastructure en .NET. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose dont on ne doit pas se priver. Moi, j'ai une préférence forcément pour Pulumi parce que je trouve que c'est le plus complet. Mais quel que soit votre cloud, quel que soit ce que vous faites, vos préférences, si vous utilisez déjà autre chose, ben, il y a des choses qui existent pour faire du .NET, pour faire son infra cloud. Pour aller plus loin, là, j'ai déployé mon API directement avec un clic depuis mon IDE, mais on peut aussi utiliser du .NET pour développer ces pipelines de CI/CD. Je n'ai pas le temps d'en parler là, mais en fait, c'est possible avec une bibliothèque qui s'appelle Cake, c'est possible avec quelque chose qui s'appelle Nuke, qui est vraiment super sympa. Je vous conseille d'essayer. J'avais fait un article sur le sujet où on peut utiliser Pulumi avec Nuke pour bah, vraiment
faire tout en .NET. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez commencer en .NET avec Pulumi, il y a un lien vers la doc. J'ai écrit un certain nombre d'articles justement sur l'infrastructure as code sur mon blog. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir. Je transmettrai les slides après. Et ça a bien déployé mon site. Donc, tout est bon. Et voilà.